que la saison se prête à la plantation, la ville de Grenoble organise la semaine de l'arbre en ville, des événements familiaux et ludiques, mais également professionnels, pour faire connaître cet allié majeur dans la défense du climat, mais aussi de la biodiversité. Non, nous ne sommes pas sur une plage en Thaïlande, mais sur une petite parcelle de Cré-en-Belledonne où depuis août 2022, Laurent fait pousser du chanvre, des fleurs et des feuilles de cannabis qui peuvent être récoltées et vendues si elles n'excèdent pas 0,3% de THC. Et puis dans quelques jours, le magasin des Horizons au Centre national d'art contemporain du quartier Bouchaillé-Vielle et à Grenoble rouvrira ses portes au public. Des espaces repensés et un programme foisonnant. Et la nouvelle directrice Céline Kopp viendra nous en parler à la fin de ce JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 14 novembre 2022. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Et les palmiers, ça compte. Alors qu'Éric Piolle est arrivé aujourd'hui en Égypte pour participer à la COP27, la conférence mondiale sur le climat à Sharm el-Sheikh. D'autres membres de l'équipe municipale ont donné ce matin le coup d'envoi de la semaine de l'arbre. Jusqu'au 22 novembre, des rencontres, des explorations, des visites guidées ou des spectacles. Un événement qui ne doit pas cacher la forêt. La municipalité planche sur la question depuis 2014. Jade Lanier. Sur les places, dans les rues et dans les parcs, vous les verrez apparaître de plus en plus. Acteurs majeurs pour lutter contre le réchauffement climatique, 2000 arbres vont être plantés à Grenoble entre 2022 et 2023. Et ça a déjà commencé, comme ici au parc des Champs-Élysées. Les arbres en ville, ils apportent énormément de services aux humains notamment, mais aussi à tous les écosystèmes qui sont tout autour, la végétation et puis les petites faunes. Et surtout, il y a un élément important qu'on voit moins, c'est le sol. Les arbres sont les éléments constitutifs des sols. Les espèces qu'on va planter le plus, ce sont les chênes, les tilleuls. On essaie également de planter de plus en plus de fruitiers, comme le merisier, comme le plaque minier, des arbres qui offrent aussi d'autres services que du feuillage, mais aussi de l'alimentation pour les animaux, pour les humains également. L'objectif de la cité dauphinoise est de végétaliser et déminéraliser les espaces urbains, mais aussi de préserver la biodiversité et réguler les températures. L'arbre fournit de l'ombre, mais aussi de l'évapotranspiration. C'est un véritable climatiseur, mais il filtre aussi les pollutions. Donc au-delà de lutter contre le changement climatique, parce que l'arbre est un capteur de CO2, on est aussi surtout en ville dans l'adaptation à ce réchauffement, c'est-à-dire planter des arbres pour aider à rendre la ville plus vivable, plus agréable. Pour impliquer encore plus ses habitants, cette année, la ville a fait don de 600 arbres aux Grenoblois. Prochain événement dans le cadre de la semaine de l'arbre, la projection mardi à 18h au cinéma, le club du film Arbre remarquable, un patrimoine à protéger, suivi d'un échange avec Georges Fetterman, président de l'association Arbre. Et pour vous inscrire aux animations, direction le site internet de la ville, grenoble.fr. Ça ne pousse pas sur les arbres. Depuis un arrêt du Conseil d'État de janvier 2022, la commercialisation de fleurs et feuilles de chanvre contenant du CBD dépourvu de propriétés stupéfiantes est désormais autorisée en France. La vente reste néanmoins interdite aux mineurs. Une culture qu'un Isérois a fait sienne dans une commune des Balcons de Belledonne. Arthur Glory s'est penché sur la première récolte de ce chanvrier. Là-dessus, on va faire du hashish, on va faire des extraits, on va faire de l'huile. Elle est prête. Elle est prête. Laurent est en pleine récolte. Depuis 2022, à Cré-en-Belledonne, ce petit producteur cultive du chanvre. Des plants de cannabis légaux réduits à leur seul effet relaxant, les cannabinoïdes. Le cannabis CBD, il est cultivé dans un cadre très précis qui est défini au niveau de l'Europe, où on a le droit de récolter ses fleurs que si on n'excède pas les 0,3% pour la France, 0,5% pour d'autres pays, 0,8% je crois pour l'Italie. Ce taux de THC qui est vu entre 0 et 1% est là pour éliminer toute possibilité d'avoir un usage psychotrope. Chenilles, champignons, mauvais temps, Laurent y veille au grain. La plante s'adapte alors très bien au climat grenoblois, même en culture bio. Plantée mi-août, l'heure des vendanges a sonné. Le cultivateur récolte ses fleurs une à une période bien précise de l'année. On va le récolter une bonne dizaine de jours minimum avant le terme, qui est le pic qui correspondrait au THC en fait. Mais le pic CBD, lui, il a plutôt lieu une quinzaine de jours avant la construction globale de la fleur.
Avec l'aide de son fils, Laurent taille les branches pour enlever les feuilles et ne garder que la fleur. Place au séchage et pour cela, il a construit une pièce dédiée. Du coup, là, on est dans l'espace de séchage qui est protégé de la lumière, qui est chauffé à minima pour pas qu'on descende en dessous de 15. Puis ensuite, on s'assure que tout le monde soit séché pendant un minimum de 15 jours, jusqu'au moment où en gros les branches là, elles cassent net. Le produit final, sous forme de fleurs, de sachets de thé ou encore d'huile, peut se consommer de différentes manières. Laurent prévoit entre 20 et 30 kilos de fleurs cette année, mais pour les commercialiser, il demande de l'aide. Il a créé une collecte à hauteur de 3 500 € pour finaliser sa production. S'agissant de ce CBD, les producteurs et vendeurs n'ont le droit de revendiquer aucune vertu thérapeutique. Et sur l'usage médical du cannabis, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pilote jusqu'en mars 2023 une étude. 3000 patients sont ainsi suivis dans 215 structures volontaires en France. À l'appel de l'association Vercors Citoyen, environ 300 personnes ont manifesté samedi dans les rues de Villard-de-Lans pour clamer leur opposition au projet immobilier qui vise à créer 1700 lits à Autran-Méaudre, Corançon et Villard-de-Lans. C'est ce dernier porté par le propriétaire de la station, Tony Parker, qui est le plus décrié. Une résidence 4 étoiles de 132 appartements, des commerces et un complexe sportif de 96 millions d'euros qui doit ouvrir d'ici 3 ans. Les manifestants disent vouloir préserver leur massif du tourisme de masse et réclament des projets plus modestes. Que s'est-il passé ce week-end sur les terrains? La réponse dans le Sport Express à la fin de ce JT. Lucille Dailly reviendra sur le GF38 qui signe un 7e match sans défaite, mais pas de victoire non plus. Contre Dijon, une équipe que le GF redoutait. Les Grenoblois descendent du podium mais restent perchés en haut du classement à la 4e place. Du côté du ballon ovale et de la tournée d'automne, le Grenoblois Ange Capuzzo a encore une fois enflammé toute l'Italie en marquant 2 beaux essais qui ont en partie offert la victoire à la Squadra Azzurra. Première victoire de son histoire contre les Wallabies d'Australie. Ange qui vient d'ailleurs d'être nommé dans la catégorie révélation de l'année pour les World Rugby Awards. Réponse le 20 novembre. Et puis ça devrait sauter aussi en 2023 au Palais des Sports de Grenoble avec le retour du Supercross les 13 et 14 octobre prochains pour une manche du championnat de France et un show freestyle. Un événement qui pourrait bien être suivi d'un autre rendez-vous emblématique du Palais à faire tourner les têtes, affaire à suivre. Le magasin aussi opère une petite révolution en 2022. Fermé pendant plusieurs mois, le Centre national d'art contemporain, un modèle unique en France, s'apprête à rouvrir ses portes au public vendredi sous la houlette d'une nouvelle directrice. C'est vous, Céline Kopp. Bonsoir. Bonsoir. Après avoir dirigé un espace à Marseille, le Triangle Astéride, à la friche Belle de Mai, vous avez donc pris la tête du magasin le 1er février de cette année, dans un contexte un petit peu difficile. Il y a eu la fermeture avec le Covid, le départ de la précédente directrice, de plusieurs membres de l'équipe, sans oublier quelques années avant un départ aussi fracassant de notre directeur. Bref, il fallait quand même être motivé, Céline Kopp. Bah écoutez, pour moi, ça n'a pas été une immense prise de courage ou motivation. C'était assez naturel. Ça fait à peu près 18 ans que je travaille en tant que directrice de centre d'art contemporain. C'était vraiment un engagement naturel. Vous savez, le magasin, c'est un lieu vraiment iconique dans le paysage français. Tout le monde le connaît. Quand je dis tout le monde, c'est pas qu'en France d'ailleurs, pas qu'à Grenoble, même à l'étranger. Moi, c'est un lieu qui m'a fait rêver quand j'étais toute petite et j'étais vraiment très heureuse de le retrouver. C'est un lieu qui avait été voulu par François Mitterrand. Alors, vous avez été nommé par un conseil d'administration qui est composé de représentants de différentes collectivités, également de l'État. Quel était votre cahier des charges? Alors, le cahier des charges, en ce qui me concerne, c'était prendre la direction du Centre national d'art contemporain, donc le magasin, c'est-à-dire un lieu qui portent des missions d'intérêt général. Ces missions d'intérêt général, elles consistent en un soutien à la création contemporaine en art visuel, à savoir produire des œuvres d'art nouvelles, s'engager auprès des artistes, créer des situations de partage avec tous les publics, expérimenter sous toutes les formes, que ce soit dans le cadre d'expositions, mais également de performances, d'événements, voilà, et donc partager. Et là, en l'occurrence, réouvrir cet établissement qui, comme vous l'avez dit, était fermé. Alors, des expositions également, vous avez repensé les espaces. Parce que cette halle, évidemment, on ne peut pas la changer. C'est quelque chose d'extraordinaire, créé pour l'exposition universelle. Mais à l'intérieur, vous avez bougé un peu les lignes.
Alors le lieu, il a été inauguré en 1986, effectivement, sous une rue couverte qui date de 1900, qui avait été créée dans les ateliers de Weffel, qui avait été démontée à l'époque. Oui, qui était créée à Paris. Tout à fait, qui est venue donc remonter pour devenir un site industriel. Et dans le cadre des grands travaux, il y a eu une réhabilitation qui a été menée par l'architecte Patrick Bouchin, avec tout un dispatch comme ça de petites boîtes, on va dire, il le disait comme ça lui-même, sous cette rue couverte pour accueillir une salle d'exposition, des bureaux, des ateliers techniques. Donc cette réhabilitation, puisque vous me posez cette question, pour moi, le point de départ, ça a été de dire on n'est plus en 1986. Les pratiques artistiques ont changé et les usages, les usagers aussi. Donc tout simplement quelques petites remises aux normes, mais pas seulement, pour changer un petit peu ces espaces en se posant la question comment est-ce qu'on a envie d'accueillir ces publics. Aujourd'hui, je pense que nous, tous et toutes, on n'a pas envie d'être les destinataires passifs d'un contenu culturel à consommer. On a envie de rentrer dans un lieu culturel, de s'asseoir, de discuter, d'avoir des espaces où échanger sur ce qu'on vient de voir. Voilà, donc il y aura une galerie destinée aux enfants, un nouvel espace de pratique artistique, parce qu'on ne vient pas que pour regarder, mais aussi pour faire au magasin. Et puis vraiment, je donne rendez-vous à tout le monde vendredi prochain. Alors, vendredi, ça commence à quelle heure et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Alors, rendez-vous voir et partager à tous les Grenoblois et Grenobloises. À partir de 18h30, les portes du magasin rouvrent enfin. Donc, vous allez, comme je viens de le dire, découvrir un nouveau magasin, un petit peu encore pareil, mais quand même tout à fait nouveau. Et cette nouveauté, elle a été fabriquée, créée au cours des 9 derniers mois par des artistes. C'est-à-dire qu'on réouvre ce magasin avec... après 9 mois d'expérimentation artistique portée par des artistes. Et donc 2 expositions, une exposition collective, une exposition personnelle d'une artiste diplômée de l'École des Beaux-Arts de Grenoble. Il y aura également des performances. Les artistes seront présents et j'espère les publics aussi. Donc venez nombreux, c'est ouvert pour tous et toutes. Alors ça, c'est vendredi soir, mais les expositions se prolongent. Et on est ouvert, on ne ferme plus. Voilà, dès le lendemain, 11h, 19h, le magasin retrouve ses publics, ses usagers, et on est vraiment, vraiment très, très impatients. Vous avez récemment été distinguée parmi les 100 femmes de culture de l'année 2022 par la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Ça signifie le résultat d'un engagement quotidien, d'une pratique qui, à mon sens... ne se passe pas nécessairement dans le cadre de grandes annonces, mais qui est, un engagement quotidien auprès des artistes, auprès des publics, et évidemment un moment fort pour moi. Et puis pour ma maman aussi. Évidemment, on pense toujours aux mamans. C'est un encouragement aussi pour la suite, pour Grenoble. Oui. Écoutez, encore une fois, j'espère que les publics vont être au rendez-vous. En tout cas, les artistes, en ce moment même, là, je viens sur ce plateau télé, ils sont à l'intérieur du magasin en train de travailler, vraiment très, très impatients de montrer leurs œuvres et de partager tout ça. Merci beaucoup, Céline Kopp. Et on rappelle que le magasin rouvre ce vendredi à 18h. Touron. 18h30. 18h30, mais il faut être à 18h parce qu'il y aura tellement de monde. Voilà. Potentiellement. Merci beaucoup. Merci. Dans l'agenda culturel également, Scheinecke Orchestra, mardi soir à la MC2 à Grenoble, exclusivement composé de musiciens issus de minorités ethniques de 31 pays européens. Cet orchestre anglais présentera un spectacle dédié au Nouveau Monde de Dvorak avec aussi des morceaux d'autres compositeurs longtemps ignorés comme Florence Price ou George Walker. De la danse à la rampe à Échirolles avec la compagnie Arcosme de Thomas Guéry qui nous invite à l'Hôtel Bellevue mardi à 20h. Une pièce chorégraphique et cinématographique poético-absurde. Un huis clos interprété par 4 danseurs, un comédien et un cadreur qui filme et projette en direct pour une mise en abîme complète. Une aventure drôle, riche en suspense et rebondissements à vivre en famille. Et puis, n'oubliez pas que Télé Grenoble prolonge les rencontres Ciné-Montagne de mardi à jeudi à 20h30 avec des reportages sur les coulisses et des invités en plateau. Les rencontres qui se sont achevées samedi soir auront accueilli cette année 17 000 spectateurs, plus 3 800 pour les rencontres Montagne et Sciences. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On se quitte avec des images de Vertige, un pas vers la liberté, qui a obtenu le prix du public aux rencontres. Un prix spécial environnement a également été décerné à Conscience, la série. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'imagine le froid, j'imagine le vent,
J'imagine la galère, des difficultés à respirer. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on n'est pas capable? C'est un point d'interrogation. Je veux juste me poser, s'il te plaît. Oui, pose-toi. J'en peux plus, là. Ça monte trop. Ouais. Fais-moi confiance. On va y arriver. C'est une dinguerie. Il voit cette image du Mont Blanc, même dans la cellule de 9 mètres carrés, il voit loin. Je pense que si la société nous donne cette chance-là, c'est qu'ils ont compris que voilà, on a payé et qu'il faudrait aller vers une autre direction que l'incarcération.